네, 마음의 쭉, 물론 제기와, 물론 제기와. Mhm, mhm. Euh, Actuellement, tous ici, nous sommes des étudiants du Dharma. Nous étudions le Dharma. La paix. 제가 마음의 쭉 물론 제야지, 나다 가지셨으나, 마음의 쭉 물론 제는 아니 나래야 그치지. 물론 제는 공부 힘을지, 하고 그렇지. 하고 손은 아니 하고야 그냥 하지. 나래지. 같이 정말 얘기를 와. Le sens de l'étude du Dharma, le sens des études sur le Dharma est principalement de mettre en pratique ces enseignements. Donc on va d'abord étudier le Dharma, en comprendre bien le sens, et ensuite nous passerons à la deuxième étape qui est la pratique des enseignements. 강인들의 수행이 아니 저 가지 제고도 상관없습니다. 거기에 봐서 하얗게 이 제도가 어느 곳은 그 약간 제 너무 안 좋긴 내가 아니죠. 또 세상 또 사람이 되려와. Donc nous pensons que nous allons, la démarche est la suivante, d'abord nous étudions, ensuite nous mettons en pratique les enseignements et le sens de la pratique est principalement de dissiper les souffrances qui existent dans les samsaras. Donc nous pratiquons essentiellement avec le but de nous libérer du cycle des existences, de pouvoir dissiper toutes les souffrances qui existent au sein même du samsara. 어디다 뒤집어 시작해. 정말 뒤민기래 뒤집어 시작해. 뒤에 연맥의 상을 연다시 방에 너무 소소한 제방이나 아니 맞추시. Donc tous ici, il est très probable que nous étudions le Dharma avec les objectifs qui viennent d'être décrits. Si jamais notre objectif n'est pas celui-ci, alors nous faisons une grosse erreur en étudiant le Dharma. Lorsque nous nous mettons à pratiquer le Dharma, il est très important de connaître l'ordre de la pratique. La pratique suit un certain ordre, différents niveaux de pratique. Il y a un commencement, un milieu, une fin. Donc il faut bien connaître cet ordre pour pratiquer. 안주는 마음지야 고치 아니 나는 제대로 봐도 먼저 안주는 고쳐가면 미모지신 제베이나 아니 돈대야 보이면 까놓고 봐. Si jamais nous écoutons des enseignements divers et variés du Dharma et que nous ne connaissons pas l'ordre de mise en pratique de ces enseignements, si nous pratiquons un petit peu n'importe comment, dans n'importe quel ordre, si nous mélangeons un petit peu l'ordre de la pratique, nous ne pourrons pas obtenir un fruit satisfaisant. Donc par exemple, si on prépare un repas, on va essayer de faire le plus savoureux possible ce repas et on pourra directement tester le goût du repas que nous aurons préparé et donc avoir une certaine connaissance pour les repas à préparer dans l'avenir. Donc par exemple, c'est l'exemple qui est donné. Pour la pratique également, il faut savoir comment pratiquer. Lorsque l'on prépare un repas, on n'est pas obligé de suivre les conseils d'un grand cuisinier ou suivre ce qui a marqué dans les livres. On peut soi-même réfléchir, essayer de faire soi-même des plats. Mais pour la pratique du Dharma, ce n'est pas ainsi.
가르스는데 나는 지는 돈에 용해야 돼. 돈에 타도 용해야 돼. 말려서 주고 하고야 용하는. 주문지만 다 주문지는 용해야지. En ce qui concerne la pratique du dharma, on ne peut pas tester tout de suite, on ne peut pas avoir un fruit immédiat et tout de suite. C'est quelque chose qui prend un certain nombre de temps, un certain nombre d'efforts. Donc on ne peut pas avoir une vision directe comme pour par exemple lorsque l'on fait un repas, on peut voir tout de suite si c'est bon, si ce n'est pas bon, si c'est réussi ou pas. Mais donc la pratique du dharma, ce n'est pas comme un plat, on ne peut pas voir tout de suite les résultats. 내돈 두장 해체를 따로 성공을 넣어요. 내돈 지 예전 거래다 해제도 받으면 진짜 말이야. 아, 공기랑 너무 공기 때문에. 때문에 일단 공기다 처음에 진기가 있어. 내가 마음만 따라 처음에 신경이지. Le premier qui a montré la voie du Dharma, c'est le Bouddha Shakyamuni qui est né en Inde à environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Et donc le Bouddha Shakyamuni avait la connaissance du passé, la connaissance du futur, une connaissance totale de tout ce qui peut exister. 상제요, 가을에 당연 가을에 타요. 얘네만 세바지 배지 이렇게 뭐 먹고 나는지 군들을 동대 뒤에 좀 같이 상제 가을에 당연. 이제 진행 샤요. 그것도 강강하게 해줘도 봐라. 깜깜한데 랑나니 지는 거 열마도 아주 변화지 제코는 이게 되고 가야지 지요. En suivant la voie qu'a montré le Bouddha et en la suivant selon un certain ordre, en la suivant avec une grande exactitude, à la suite du Bouddha, il y a beaucoup de pandits indiens qui ont pu se libérer du cycle des existences ou même atteindre l'état de Bouddha. Également au Tibet, il y a beaucoup de pratiquants qui ont pu également se libérer du cycle des existences et atteindre l'état de Bouddha. Mais cela grâce à une pratique extrêmement ordonnée et non pas en mélangeant l'ordre des pratiques, donc en suivant une ligne de conduite très précise. Donc, suivant leur exemple, si nous voulons nous aussi obtenir le fruit, donc un fruit conséquent, nous devons suivre cette lignée, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons pratiquer comme eux-mêmes ont pratiqué. Si jamais nous pensons qu'en faisant des pratiques désordonnées, un petit peu comme ça nous chante, si nous pensons que nous obtiendrons de cette façon un bon fruit, en fait cela est erroné. Et donc si nous pratiquons de cette sorte, donc de manière désordonnée, nous ne pourrons pas obtenir un fruit satisfaisant, mais au contraire nous risquons d'obtenir un fruit très étrange, donc d'avoir un fruit qui ne sera pas du tout en accord avec le but, avec l'aspiration que nous avions au départ.
Donc nous devons faire en sorte, nous devons essayer de pratiquer de la même façon que les érudits du passé, que les experts du dharma du passé. On va prendre un exemple, si jamais dans un champ on plante une graine, donc une graine pour donner du blé, une graine qui soit sèche, donc qui soit desséchée, nous n'obtiendrons pas de fruits, nous n'obtiendrons pas l'épi de blé. Mais si au contraire nous avons une graine qui soit fraîche, qui soit comme humide, enfin qui soit propice à la récolte, à ce moment-là nous aurons une bonne récolte. Si jamais nous nous mettons à pratiquer sans avoir au préalable accumulé, donc si nous n'avons pas accumulé les deux sortes d'accumulation et si nous n'avons pas purifié les fautes et que nous nous mettons malgré tout à pratiquer, donc que ce soit les sutras, que ce soit le tantra, que nous nous mettons à pratiquer donc la vue supérieure, que nous nous mettons à méditer toutes sortes de sujets appartenant au sutra ou au tantra, que nous nous mettons à pratiquer la voie des tantras, cela est comparé à la graine qui est desséchée, c'est-à-dire que cela ne peut pas porter de fruits. Mais si au contraire nous pratiquons sur la base de l'accumulation de mérite et de sagesse, et si nous pratiquons sur la base de la purification des fautes, à ce moment-là, quelle que soit la pratique que nous entreprendrons, que ce soit le développement de l'esprit d'éveil, la méditation sur l'amour, sur la compassion, que ce soit la méditation sur Shimé, nous pourrons obtenir de bons fruits. Et donc le fait de pratiquer sur la base de l'accumulation des mérites et de la sagesse et sur la base de la purification des fautes, une telle pratique sur cette base est comparée à la graine qui est donc humide, donc la graine qui est propice, qui n'est pas desséchée, qui permet une bonne récolte. En ce qui concerne le fait de purifier ces fautes, cela est comparé par exemple à une maison que l'on mettrait en ordre, que l'on nettoierait, que l'on décorerait, parce qu'on va recevoir quelqu'un d'important, donc un ministre, une personne importante ou un grand lama.
지 제베기는 컴버스모 얘네요 또 동반하지 차대. De la même, en ce qui concerne maintenant l'accumulation de mérite et de sagesse, si on reprend cet exemple de la demeure qu'on a nettoyée, donc nettoyer, ça se rapporte plus précisément au fait de purifier, c'est comparé au fait de purifier les fautes. Et le fait de décorer, de faire des décorations dans cette maison est comparé au fait d'accumuler des mérites est comparé à l'accumulation de mérite et de la sagesse, parce qu'il ne conviendrait pas, si on invite une personne importante, de laisser la maison vide, et donc le fait de décorer, d'aménager cette maison est comparé à l'accumulation de mérite et à l'accumulation de sagesse. Donc l'accumulation de mérite et de sagesse est comparée à toutes les décorations, à toutes les décorations, à tout ce qui peut faire joli dans une maison. Donc tout ça pour dire qu'il est très important de purifier les fautes et d'accumuler des mérites et de la sagesse. Également, si on construit une maison à 8 ou 9 étages, donc une grande maison, il est important que le sol soit solide, que le sol soit bien stable. Et donc si la base est bien solide, quelle que soit la taille du bâtiment, donc Rinpoche dit par exemple comme Montparnasse, cela pourra tenir bien solidement. Si la base est solide, le reste de la construction sera également solide. Donc la purification des fautes et l'accumulation de mérite et de sagesse est comparable et en fait la base de la pratique. Dans les enseignements du Bouddha, qu'il s'agisse du côté les enseignements des sutras ou des tantras, dans ces deux sortes d'enseignements, on peut trouver, sont réunis la pratique en 7 branches qui regroupe donc l'accumulation de mérite et de sagesse et la purification des fautes. Donc cette année, le sujet des enseignements sera donc la pratique de ces 7 branches et nous allons exposer une par une de manière ordonnée la pratique de ces 7 branches et donc il serait très profitable que vous puissiez entendre ces enseignements. Quelqu'un? Rinpoche auparavant a déjà exposé la pratique en 7 branches, donc il ne sait pas si c'est un enseignement qui a bien été compris ou si c'est un enseignement qui est mis en pratique et il ne peut pas comme ça savoir si les personnes s'adonnent à cet enseignement.
Simplement en regardant comme ça, il ne sait pas si les gens s'adonnent véritablement à cet enseignement. Parmi les 7 branches de cette pratique, la première branche est la pratique des prosternations. En ce qui concerne la pratique des prosternations, c'est une pratique très importante qui permet d'accumuler beaucoup de mérites. Il y a différents types de prosternation, différentes manières de se prosterner. Le premier type de prosternation est ce qui est appelé la prosternation complète, parce que nous étalons tout notre corps sur le sol lorsque nous nous prosternons. À l'époque du Bouddha, la manière dont on a donné ce nom à ce type de prosternation, donc la prosternation complète, à l'époque du Bouddha, il y avait un marchand, donc un marchand qui avait un fils qui s'adonnait à cette pratique, et donc le Bouddha il se prosternait devant le Bouddha, et en fait ce nom a été, donc le Bouddha, voyant cela, a donné ce nom en constatant que cette prosternation était semblable à un tronc d'arbre qui tombait sur le sol. Donc lorsque l'on coupe un tronc d'arbre, donc le tronc s'étale de tout son long sur le sol. Et donc c'est comme ça que ce type de prosternation est né. Et donc c'est de cette manière que la coutume de se prosterner de la sorte est née dans le Dharma, dans l'enseignement bouddhiste. Et donc le fils de ce marchand s'appelait Shenu Nangzang. Shenu Nangzang. Et donc le Bouddha a dit que ce garçon qui se prosternait accumulait un grand nombre de mérites.
Le deuxième type de prosternation est la prosternation que l'on appelle la prosternation en 5 points. On donne ce nom de prosternation en 5 points parce que lorsque nous nous prosternons, nous mettons au sol le front, les deux paumes des mains et les deux genoux. Donc lorsque Rinpoche, avant l'enseignement, s'est prosterné, il a pratiqué ce genre de prosternation en 5 points. Et vous aussi, donc avant de prendre place, vous vous êtes prosterné de cette façon. Donc ça s'appelle prosternation en 5 points. Lorsque nous nous prosternons, nous accumulons des racines de vertu et ces racines de vertu dans le futur, lorsque nous atteindrons l'état de Bouddha, permettront l'obtention du corps du Bouddha qui comporte un grand nombre de caractéristiques. En ce qui concerne la manière de placer les mains lorsque vous vous prosternez, Tsongkhapa a dit qu'il y a effectivement une coutume qui veut que l'on pose les deux paumes de main à plat, mais ceci n'est pas une coutume bouddhiste. Selon la tradition bouddhiste, on doit placer ses mains de sorte que les deux pouces se trouvent à l'intérieur des paumes de main, donc de cette façon. Donc, donc, par exemple, les hindous ont coutume de placer leurs mains à plat et de ne pas rentrer les pouces à l'intérieur. Si jamais un bouddhiste pose ses mains à plat, cela est le signe qu'il n'a pas bien étudié l'enseignement du Bouddha. Premièrement, on doit poser nos mains sur le dessus de notre tête. Plus précisément, à partir de la racine des cheveux, il faut compter 4 doigts et on arrive à un endroit qui se trouve donc au sommet, au milieu de la tête, et c'est à cet endroit qu'il faut poser ses mains. Donc à 4 doigts à partir de la racine des cheveux, du devant. Il y a une coutume également qui veut que l'on place ses mains entre les deux sourcils, donc au niveau du 3e œil, mais ce n'est pas ce n'est pas obligé. C'est possible de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a une coutume qui veut qu'on le fasse et une qui veut qu'on ne le fasse pas. Également, troisièmement, on placera les mains au niveau de la pomme d'Adam, donc au milieu de la gorge. Cela représente le lieu de la parole. Donc troisièmement ou quatrièmement, cela dépend si on place les mains entre les deux sourcils ou non, nous placerons nos mains au niveau du cœur, du plexus solaire.
아니 보면이 기사서는 보면이 맞죠? Là, 보면서 effectivement. 아니 그 사람 맞지. Ensuite, on posera les deux mains à plat sur le sol. Donc, il faut bien poser les mains à plat et non pas fermer les poings. Donc, posez bien les mains à plat. Donc, premièrement, posez les mains. Deuxièmement, posez les deux genoux et donc ensuite poser la tête sur le sol. Et il faut également se relever très vite, ne pas se dire je suis fatigué et se reposer donc comme ça à terre. Il faut très vite se relever. Donc c'est plus facile de procéder de la manière suivante, d'abord de relever les genoux et ensuite de relever les mains lorsqu'on se relève. Donc c'est pas très pratique de se prosterner en mettant les genoux et les mains dans un même temps au sol et de se relever en soulevant les genoux et les mains dans un même temps. Donc c'est mieux de le faire progressivement. Donc c'est la manière de se prosterner dans la prosternation en 5 points. En posant les mains au niveau du sommet de la tête, on accumule des racines de vertu qui permettent plus tard d'obtenir le corps du Bouddha. Allez, tikleka. Lorsque il y a deux cellules parentales, une cellule blanche et une cellule rouge. La cellule masculine est une cellule blanche et donc la raison pour laquelle en plaçant les mains au-dessus de la tête, on obtient le corps de Bouddha et que la cause est en fait cette cellule blanche qui produit donc le corps, qui est une des cellules qui permet l'obtention d'un corps, donc notre corps actuel. Et on dit que le lieu de cette cellule blanche se trouve au sommet de la tête. Allez. Le fait de placer les mains au milieu des deux sourcils symbolise le fait qu'on obtiendra une des caractéristiques du corps du Bouddha, qui est une petite touffe de poils qui se situe entre les deux yeux. Cette petite touffe de poils déroulés peut avoir une certaine longueur, donc elle peut faire environ la longueur d'une coudée.
La raison pour laquelle il n'est pas obligatoire de placer ses mains entre les deux sourcils est que lorsque nous plaçons nos mains au sommet de notre tête, cela symbolise le fait que nous obtiendrons le corps du Bouddha. Et le fait de placer nos mains entre les deux sourcils symbolise le fait que nous obtiendrons simplement une des caractéristiques du corps du Bouddha, à savoir cette petite touffe de poils. Donc, puisque les deux symbolisent en quelque sorte l'obtention du corps de Bouddha, il suffit, cela est suffisant de placer les mains simplement au sommet de la tête. C'est-à-dire que le fait de le placer entre les deux sourcils, c'est possible, mais c'est simplement facultatif, puisque les deux symbolisent l'obtention du corps du Bouddha. 제가 선제기 송식이래. 선제가 나서니 계산이 말로. 선제기 송기네 되어진 게 인자 니지야지 선제기 송로야지. Le fait de placer les mains au niveau de la gorge symbolise le fait que nous obtiendrons les qualités de la parole du Bouddha, parce qu'au niveau de la gorge se trouve un chakra qui est le chakra de la parole. Et le fait de placer vos mains à cet endroit de la gorge symbolise le fait que l'on obtiendra les qualités de la parole du Bouddha. 선제기 송기서 다가서 나서 계속을 되는 말이 내가 최비신인데 내가 두주 번대요. 최신한 두주 번대이지. Les qualités de la parole du Bouddha comprennent 30 caractéristiques particulières qui n'ont rien à voir avec les caractéristiques. 60 qualités particulières qui n'ont rien à voir avec les qualités que nous pouvons avoir actuellement. En ce qui concerne le lieu de l'esprit, pour les bouddhistes, il ne se trouve pas, comme pour les occidentaux, dans le cerveau, mais il se trouve au niveau du cœur. Le fait de placer les mains au niveau du cœur permet l'accumulation de racines de vertu qui permettent d'obtenir l'esprit d'un Bouddha, puisqu'actuellement nous considérons, les bouddhistes considèrent que le lieu de l'esprit se trouve au niveau du cœur. Donc le fait de placer ses mains en signe de prosternation au niveau du cœur symbolise le fait que nous obtiendrons l'esprit du Bouddha. Donc, le Lapsar m'a répété. Allez. Donc le fait, pour reprendre au niveau de la parole, disons de la même façon que pour le cœur, le fait de placer les mains au niveau de la gorge permet d'accumuler des racines de vertu qui permettront d'obtenir les qualités de la parole du Bouddha, donc des qualités parfaites de la parole du Bouddha. Donc de la même façon, lorsque nous plaçons nos mains au sommet de notre tête, puisque c'est le lieu de la cellule blanche masculine, cela symbolise le fait que nous obtiendrons un corps, mais non pas comme actuellement un corps ordinaire, mais le corps d'un Bouddha.
Donc nous procédions aux prosternations complètes ou aux prosternations en 5 points. Dans tous les cas, il est nécessaire de placer les mains de la manière dont on vient de l'indiquer, donc 3 ou 4 fois aux différents endroits. Et il y a également une coutume qui veut que le nombre des prosternations soit qu'il faille se prosterner 3 fois. Et une fois qu'on s'est prosterné 3 fois, il faut une dernière fois replacer les mains aux différents niveaux que l'on a indiqués, et donc la prosternation prend fin ainsi. Également, si on ne dispose pas d'un lieu qui soit propice aux prosternations, ou bien si on est pressé, si on n'a pas le temps de se prosterner, à ce moment-là, il suffit de placer ses mains en signe de prosternation, de courber un petit peu son corps, et cela est également une manière de se prosterner, si on ne peut pas faire autrement. Cependant, il y a selon les prosternations, il y a une différence quant aux mérites qui seront accumulés. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont les prosternations du corps, à savoir qu'il y a des prosternations qui peuvent être effectuées au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Il y a également des prosternations qui peuvent être effectuées par l'intermédiaire de la parole. Ce qu'on appelle se prosterner par l'intermédiaire de la parole, c'est par exemple réciter le nom du Bouddha. Donc lorsque on récite Lama Shakyatupala Chaksello, ou bien lorsqu'on en récite le Bouddha de Shakyamuni, ou Muni Muni Mahamuni Soa, ou le mantra d'Avalokiteshvara, au Mani Padme Hum, tout cela, toutes ces paroles constituent la prosternation par la parole. Pendant que tout en se prosternant avec le corps, le fait de réciter cela est une prosternation de la parole. Tout en se prosternant, le fait de se prosterner, tout en se prosternant par le corps, on peut se prosterner également avec l'esprit. Ce qu'on appelle se prosterner par l'esprit, c'est de générer une grande confiance, une grande foi par rapport à l'objet devant lequel on se prosterne, qu'il s'agisse du Bouddha, du Dharma, de la Sangha. Donc le fait par l'esprit de générer une grande foi par rapport à l'objet de la prosternation constitue la prosternation par l'esprit. Donc Rinpoche vient de finir d'exposer les prosternations qui peuvent s'effectuer par le corps, la parole et l'esprit. Il va s'arrêter là ce soir et la prochaine fois il continuera sur le thème des prosternations. Maintenant nous allons procéder aux questions-réponses. Rinpoche pense, lorsqu'il regarde comme ça, il pense que
ça doit être difficile pour les Occidentaux de se prosterner. Mais il ne sait pas pourquoi c'est difficile. Il pense que c'est difficile, mais il ne connaît pas la raison pour laquelle c'est difficile. Peut-être que parce qu'il n'y a pas de coutume, la tradition bouddhiste n'est pas très répandue. Peut-être que c'est la raison. Il y a quelqu'un qui a dit à Rinpoche que c'était difficile pour lui de se prosterner, de poser le front contre le sol. Et voilà. C'est là. J'ai oublié quelque chose. Dis la païne, c'est là. Et donc nous n'avons pas coutume de poser notre front comme ça sur le sol. Donc ce qu'a dit cette personne est certainement répandu pour tous les Occidentaux, même si c'est la vie d'une personne, certainement que c'est la vie de plusieurs. Donc ça a été dit pour une personne, mais c'est certainement la pensée de tout le pays, enfin de la majorité des gens. Mais c'est une pensée un petit peu erronée. Parce qu'en fait, ces personnes ont laissé leur propre tradition, ont laissé leurs propres coutumes religieuses et se sont convertis au bouddhisme. Parce que c'est un petit peu contradictoire de laisser ses propres religions, ses propres coutumes et après donc de se plaindre et de ne pas vouloir adopter les coutumes du bouddhisme. Donc c'est un petit peu contradictoire d'une part de laisser les coutumes de sa propre tradition et de ne pas vraiment vouloir à fond adopter les coutumes bouddhistes. Parce que si on n'a pas envie de s'investir véritablement dans le bouddhisme, à ce moment-là, il serait mieux de pratiquer sa propre religion et de laisser le bouddhisme de côté. Donc, il y a un aspect erroné dans cette façon de penser. Parce que nous avons donc l'intention, nous avons l'aspiration à pratiquer le bouddhisme et si nous ne suivons pas jusqu'au bout les coutumes, les pratiques bouddhistes, à ce moment-là c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu étrange comme comportement. Et Rinpoche a une raison pour dire que cette façon de penser est malgré tout une façon de penser très répandue. Parce qu'en fait, Rinpoche, comme il a dit tout à l'heure, il a déjà donné cet enseignement relatif aux 7 branches, mais il n'a pas directement eu l'impression d'un bénéfice, enfin d'une réelle mise en pratique de ces enseignements.
Quand on a dit, quand on a dit, Chai, Gunan, and catch on a ship to say, Jema, on a mere take money, Chai take money. Cheta, she Chai said, well, you will just say, how come you know? Donc Rinpoche pense que on n'a pas bien, donc les disciples n'ont pas bien compris, n'ont pas véritablement compris le sens, le but des prosternations, puisque avant les enseignements, effectivement, les gens se prosternent 3 fois avant l'enseignement, mais mis à part ça, lorsqu'ils vont dans un temple ou lorsqu'ils rentrent dans une pièce où il y a des représentations du corps de Bouddha, des objets qui sont dignes de prosternation, eh bien en fait ils restent à discuter entre eux, ils restent à papoter, mais ils ne font pas de prosternation. Donc en fait, il y a écoute des enseignements, mais ce n'est pas très profitable puisque ce n'est pas suivi de la pratique.